Bonjour à tous. Salut Lucie. Bonjour. Salut Bonjour. Quentin. Bon, on est ravis de vous accueillir sur ce webinaire aujourd'hui où on va parler, on va se présenter, on va vous parler du tracking server-side. On va meubler une petite minute là, histoire que des gens puissent se connecter. Pour ceux qui n'ont jamais participé à un webinaire sur cette plateforme, c'est assez simple, hein, mais il y a un petit chat à droite normalement dans lequel vous pouvez dire coucou. Il y a un onglet questions. Bon, vos questions, vous pouvez les poser soit dans le chat, soit dans les questions. On essaie de modérer tout ça pendant la conf. Et puis, on va peut-être commencer par se présenter. Allez, vas-y, Quentin, je te laisse commencer. Ça marche, merci Nicolas. Bonjour à tous, Quentin. Je travaille chez Nest au sein de l'équipe Tracking Analytics et j'interviens sur l'ensemble de nos clients sur tous les sujets relatifs au tracking, à l'analytics, au server-side, etc. Et bonjour à tous, je fais aussi partie de l'équipe tracking avec Quentin. J'ai rejoint Nest il y a 1 an maintenant, avec une expertise server-side et GA4 essentiellement. Je passe tout de suite à l'agenda. Aujourd'hui, on va vous parler donc de tracking server-side en revenant sur le contexte de l'année en cours et en vous expliquant ensuite techniquement à quoi ça correspond, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de tracking server-side. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va vous parler des différents cas d'usage et de comment ça se déroule un projet server-side. Voilà. Je te laisse la main, Nicolas. Merci Lucie. Et ouais, j'en profite pour me présenter aussi. Du coup, je suis Nicolas Cholet, je suis le fondateur de Unnest. Je suis venu là juste pour faire mes trois petits slides de pub et après je laisserai la main à Lucie et Quentin. Donc nous, on est une agence de conseil en data marketing pour ceux qui ne nous connaissent pas. La société, elle a 3 ans maintenant, on est un peu plus de 30 personnes et on traite tout ce qui concerne les sujets de data, essentiellement autour du marketing, avec quelques expertises sur tout ce qui est tracking, donc GTM, GA4, les tags médias, etc., qui est notre sujet du jour. Ensuite, on va faire toute la partie data ingénierie, analytics engineering dans les data warehouse modernes, on va dire. Et ensuite, on a une partie data insight où on va être sur tout ce qui est analyse, dashboarding, etc. Et en parallèle de tout ça, une couche de consulting en stratégie data, justement, pour aider nos clients à faire les bons choix, s'organiser, etc. Et à bien délivrer leur projet data. Et puis, voilà, la petite slide de logo traditionnel. Quand on présente une boîte, c'est assez varié. Donc, on a des clients plutôt grands comptes B2C, un peu les grands noms classiques. On travaille aussi pas mal pour le secteur des médias. Puis, on a aussi évidemment des clients plus petits dans le monde industriel ou plus locaux, etc. Voilà pour moi. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Lucie et Quentin. On est en plein de l'actualité en plus, puisque Google nous a annoncé une petite nouvelle hier soir dans la nuit. Donc voilà, vous serez aux premières loges pour tout comprendre. Et je vous laisse la parole. Ok, merci Nicolas. Alors, on va commencer par une première partie sur les challenges du tracking en 2024. Pour les plus assidus d'entre vous, vous avez peut-être assisté au webinaire organisé par Nicolas et Vincent il y a quelques semaines, en février ou mars, sur ce sujet. On va revenir sur certains éléments qui avaient été évoqués en faisant un focus sur le tracking et sur les éléments qui sont souvent mis en avant dans le cadre du server-side. Un premier sujet qui nous anime tous, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers mois, des fois à tort, des fois à raison, c'est tout ce qui va concerner les cookies et en particulier les cookies tiers. Ça fait partie des buzzwords d'aujourd'hui. Comme Nicolas le disait, on est tous au courant que les cookies sont en train d'être dépréciés. Les cookies tiers, pardon, sont en train d'être dépréciés. On y reviendra tout à l'heure. On a eu effectivement une petite nouvelle qui est arrivée hier soir. L'idée, c'est de dire que les cookies, aujourd'hui, on en distingue 2 types principaux, que sont les cookies first party, qui basiquement sont déposés par le site navigué. Quand on parle de Google Analytics, par exemple, le cookie _GA qui est déposé est un cookie first party.
et des cookies tiers, des cookies third party, qui eux vont être déposés par un autre site, qui vont avoir été déposés par un autre site que le site navigué. Là, on a l'exemple effectivement potentiellement d'un cookie Facebook qui serait déposé sur Facebook. L'idée, c'est de dire que les cookies tiers ont toujours et beaucoup été utilisés à des fins de ciblage, à des fins de retargeting. Pour une raison simple, c'est qu'en réalité, on a besoin d'une sorte de clé de réconciliation, un élément qui va nous permettre de maintenir l'identité d'un utilisateur entre différents sites. Et les cookies tiers, là, vont être très utiles parce qu'ils vont nous permettre d'identifier un utilisateur sur différents sites et donc de suivre son parcours sur différents sites et de pouvoir le cibler en fonction de son comportement. On en parle beaucoup, c'est vraiment le sujet en ce moment. L'idée, c'est quand même de rappeler que les cookies tiers, c'est pas nouveau et les cookies tiers sont déjà bloqués depuis un petit moment sur un certain nombre de navigateurs, notamment sur Safari depuis quelques années. Certains adblockers bloquent déjà les cookies tiers depuis un petit moment. Euh, et euh, et le point important et le point qui nous a beaucoup occupé cette année, c'est effectivement Google Chrome qui progressivement commence à déprécier les cookies tiers sur Chrome avec un arrêt total qui était initialement prévu au second semestre 2024. Et évidemment, c'est la petite blague du moment. Euh, c'est une nouvelle fois repoussé. Ça a été annoncé hier soir. Pour le moment, au premier semestre 2025, si tout se passe bien, peut-être plus tard. Deuxième élément qui nous occupe beaucoup, on parle de manière générale beaucoup des restrictions de navigateurs qui sont imposées sur le tracking et qui impliquent un certain nombre de limites sur nos possibilités de réaliser du tracking. Le premier élément dont on parle beaucoup, c'est notamment de Safari et d'ITP. Plusieurs choses à retenir, mais le principal, ça va être l'impact sur la durée de vie des cookies. Donc un cookie first, par exemple sur Google Analytics, va permettre de maintenir l'identité de l'utilisateur au cours de ses visites et donc de pouvoir reconnaître un utilisateur entre sa première visite le jour 1 et sa visite suivante le jour 10, par exemple. Les restrictions appliquées par Safari vont notamment impacter les cookies first et réduire la durée de vie des cookies first posés en JavaScript à 7 jours, voire 24 heures dans certains cas, lorsque l'URL contient des paramètres de campagne. Forcément, un tel procédé a des impacts assez forts sur la qualité des données récoltées et notamment sur l'attribution, parce qu'il va être beaucoup plus compliqué de réattribuer la conversion à la bonne campagne si finalement le cookie est limité à 24 heures et qu'au bout de 24 heures, on perd l'attribution initiale. Donc c'est un premier impact assez fort sur la qualité de la donnée. Deuxième grand type de restriction, ça va plutôt être des restrictions sur la volumétrie de données. On le sait aujourd'hui, il y a un certain nombre de restrictions qui existent, tant sur certains navigateurs, notamment les navigateurs un petit peu stricts comme Brave, que par des adblockers. Le principe, c'est que certains adblockers ou certains navigateurs vont avoir des sortes de listes de filtrage et vont bloquer automatiquement certaines requêtes, certains contenus, et notamment pourraient bloquer le chargement de Google Tag Manager ou de certaines librairies relatives à Facebook, à Google ou à d'autres partenaires. À partir du moment où ces librairies sont bloquées, l'impact est assez évident en termes de volumétrie de données. Par exemple, si Google Tag Manager est bloqué, ce qui arrive sur certains adblockers assez stricts, finalement, c'est l'ensemble de la chaîne qui est derrière qui est elle-même bloquée. D'où un impact assez conséquent. Les conséquences sont de plusieurs ordres. D'abord, en termes de volumétrie de données, on l'a vu, c'est de la donnée en moins. On est dans un contexte où on a déjà le consentement qui impacte la volumétrie de données récoltées. Et ensuite, on va avoir d'autres éléments qui vont se rajouter, notamment les restrictions appliquées par les différents navigateurs ou les adblockers, d'où une baisse de la fiabilité de la donnée ou une baisse de la fiabilité perçue de la donnée. Et deuxième élément, ça va être une baisse de la précision et de la qualité des données récoltées
en raison notamment des restrictions appliquées sur la durée de vie des cookies. C'est donc des impacts à la fois d'un point de vue reporting et analytics, avec une plus grande incertitude sur les données récoltées, et des impacts sur les campagnes et sur la performance des campagnes en raison de la baisse de la performance du retargeting, du ciblage. Dans cette partie, on s'est pour le moment focalisé sur les sujets concrets de fiabilité de la donnée. On en parlera après, on verra aussi que le server-side est, enfin, on a eu, finalement, en 2024, il y a d'autres sujets qui nous ont aussi occupés, en 2023 également. On parlera également de tout ce qui va concerner la gouvernance et de manière générale, le fait de reprendre le contrôle sur la donnée qui est récoltée par nos différents partenaires. On a beaucoup parlé de ce sujet dans les derniers mois, les dernières années, notamment avec les différentes discussions qui ont lieu concernant Google Analytics et la CNIL. Ça a permis de remettre un petit peu au goût du jour tous les sujets de gouvernance et de contrôle de la donnée. Et on verra en quoi le server-side peut aussi, dans une certaine mesure, apporter une réponse à cette problématique. Et je vais passer la main à Lucie, qui va vous expliquer ce que c'est justement que le server-side. Merci Quentin. Oui, donc on va juste prendre un peu de recul et essayer de comprendre de quoi est-ce qu'on parle. C'est un sujet qui est très technique, qui est souvent un peu flou pour tout le monde. Donc on va essayer de vulgariser un peu ça au maximum. Pour reprendre un petit peu tous les mots qu'on emploie aujourd'hui, je prends un exemple tout simple d'un chargement d'une page, d'un site internet, c'est-à-dire quand vous et moi, un utilisateur, on navigue sur notre ordinateur. Donc en fait, le navigateur, l'ordinateur que vous êtes en train d'utiliser, ça va être le client. Et en fait, le client va va faire une requête à un serveur pour pouvoir charger une page. Donc quand vous chargez le site d'Unest, vous faites une demande, une requête au serveur d'Unest qui va traiter la demande et renvoyer ce qu'il faut, les fichiers nécessaires pour pouvoir afficher la page dans le navigateur. Donc en fait, quand on parle de client-side, c'est ce qui se passe directement dans le navigateur. Et quand on parle de server-side, c'est ce qui se passe uniquement côté serveur. Et en fait, si on revient en termes d'analytics, un tracking qui est pur client-side, donc qui se passe uniquement dans le navigateur. En fait, on va venir déposer des tags sur le site qui vont récolter les informations et les transmettre directement au serveur du partenaire, sans passer par le serveur interne du site. On les envoie directement. Un tag Facebook va envoyer les informations à Facebook, vers le partenaire GA4, etc. Alors qu'à l'inverse, un tracking pur server-side, donc dans lequel on passe uniquement par les données du serveur, ça va être une analyse de log qui éventuellement va pouvoir enrichir avec des données serveur-to-serveur. Et en fait, ce qui est important de retenir quand on parle de tracking server-side, c'est un peu un abus de langage, puisqu'on va en fait avoir une approche qui va utiliser à la fois du client-side et du server-side. Et Quentin, je te laisse enchaîner sur la partie hybride, justement. Yes. Donc effectivement, ce que disait Lucie est hyper important. Quand on parle de tracking ou de tagage server-side, en général, on ne parle pas d'un setup pur server-side, on parle très souvent d'une approche hybride. C'est-à-dire qu'on va conserver quelque chose côté client qui va nous permettre d'alimenter notre serveur avec des données. L'idée sur la slide ici, c'est qu'on a notre conteneur serveur qui est au milieu, là où c'est écrit serveur container. On a notre serveur qui est ici et on doit alimenter ce serveur-là avec des données. Une manière classique d'alimenter ce serveur, c'est de conserver notre GTM web sur le site et de déclencher nos tags. Ces tags-là, au lieu d'envoyer des données vers les partenaires directement, ils vont envoyer des données à notre serveur qui va ensuite redispatcher différentes données vers les différents partenaires en y appliquant des transformations si nécessaire. Donc l'idée ici, c'est de bien comprendre un élément, et c'est une erreur qui est très souvent faite quand on parle de GTM web ou quand on parle de GTM server-side, c'est pas l'un ou l'autre. En réalité, les deux ont vocation à être complémentaires.
GTM Web a vocation à générer un flux de données depuis le site vers le serveur, et le serveur ensuite peut redispatcher les données vers les différents partenaires. Si on prend un exemple, sur le téléphone, on est ici sur un site e-commerce. Lorsque l'utilisateur va faire une action, donc par exemple, lorsque l'utilisateur va faire un ajout panier, on a un événement d'Add to Cart qui va être déclenché. Cet événement, au lieu d'être envoyé à Google Analytics, par exemple, directement, il va être envoyé à notre serveur à la place. Au niveau du serveur, on va potentiellement faire un certain nombre de transformations, notamment pour s'adapter au schéma de données attendu par les différents partenaires. Et on va transmettre l'information aux différents partenaires. Donc ça, c'est une information clé. C'est vraiment l'idée de se dire que on conserve un GTM web parce que c'est une manière d'alimenter notre serveur avec des données qui viennent du front, qui viennent du site directement et qui ne seraient pas facilement récupérables autrement. Par exemple, ici, exemple très concret qui avait été mis en place par Lucie récemment. Là, l'idée, c'est qu'on a les screenshots d'un conteneur GTM web à gauche et d'un conteneur GTM serveur à droite. L'idée, c'est que dans le conteneur GTM web, au sein des tags, on va pouvoir avoir indiqué l'URL du serveur à laquelle on souhaite envoyer les données. Ici, dans l'exemple serveur-gtm.monsite.com, lorsque le tag se déclenche, il envoie des données à ce serveur. Au niveau de GTM Server Side, on va pouvoir gérer les conditions de déclenchement du tag et appliquer les éventuelles transformations si on le souhaite. Ici, l'exemple donné par Lucie, c'est effectivement un tag Facebook, un tag Meta, pour lequel on a défini les conditions de déclenchement. Lorsque le serveur va recevoir le flux en question, le serveur, GTM Server Side, pardon, va redéclencher le tag Meta avec les informations demandées. Ce qu'il faut bien comprendre, du coup, c'est qu'effectivement, on a un intermédiaire entre GTM Client Side et le partenaire. Et on va pouvoir enchaîner sur les cas d'usage pour expliquer. Oui, pardon, Je effectivement. t'interromps. Une petite question qui est intéressante. Est-ce que, du coup, si on est en approche hybride, donc on a un GTM client-side et un GTM server-side, est-ce que du coup, le GTM client-side ne va pas être bloqué par un adblock, justement? Eh bien, on va y venir juste après, dans les cas d'usage. C'est un point très important, on le verra. Mais effectivement, quand on parle de server-side, l'important, ça va être aussi potentiellement de chercher à bypasser les différentes restrictions existantes. Et comme la personne le disait, l'une des restrictions existantes, c'est effectivement le fait que le gtm.js, le fichier GTM, puisse être bloqué par les adblockers. Pour bypasser ça, effectivement, on va pouvoir faire différentes choses et notamment, le principe, ça va être de proxifier le conteneur GTM. C'est-à-dire qu'au lieu que le conteneur soit appelé sur le domaine googletagmanager.com, on va chercher à l'appeler en first party sur notre propre domaine. Par exemple, si on est sur le site Unnest, au lieu d'appeler le conteneur GTM d'Unnest sur le domaine googletagmanager.com, on va faire en sorte de pouvoir l'appeler sur le sous-domaine tagging.unnest.co pour rester en first party et pour qu'il y ait beaucoup moins de chances que le conteneur soit bloqué. Et je rajoute juste un truc sur les adblockers, c'est qu'ils sont pas tous aussi agressifs. C'est-à-dire que tous les adblockers vont bloquer le Facebook Pixel, typiquement. Par contre, le tag Analytics ou le tag GTM, c'est quand même, en termes de pourcentage, plutôt rare, quoi. Donc, encore une fois, comme dit Quentin, on va chercher à le bypasser, on vous montre après comment. Mais de toute façon, quand même, les adblockers qui bloquent GTM, il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas Ici, il y d'autres avait questions pour l'instant. pas d'autres questions? Non, Ok. tu peux continuer. Parfait. Ça nous fait une super transition vers les cas d'usage. L'idée, si maintenant que vous avez normalement bien compris ce que c'était que le server-side, ce que c'était que cette approche hybride, l'idée, c'est de voir à quoi ça nous sert. Pourquoi est-ce qu'on s'embête à rajouter une sorte d'intermédiaire entre notre GTM web et notre partenaire? Finalement, est-ce que ça a un intérêt ou est-ce que c'est juste rajouter de la complexité pour pas grand-chose? Et on va chercher à y répondre.
En général, quand on parle de server-side, on va distinguer différents objectifs et différents apports au server-side. Le premier apport qu'on met très, très souvent en avant, c'est effectivement un apport en termes de fiabilité de la donnée. On le voyait en première partie, aujourd'hui, on est dans un contexte où un certain nombre de restrictions ont été mises en place, que ce soit par les navigateurs ou différents adblockers, et on va chercher à regagner un petit peu de visibilité sur nos données. Et on va voir qu'effectivement, le server-side, dans une certaine mesure, permet de retrouver un peu plus de données et de retrouver plus de visibilité. Le deuxième élément sur lequel on reviendra, c'est effectivement tout ce qui va concerner la performance et la sécurité du site. Donc, dans quelle mesure est-ce que le server-side permet d'améliorer la performance et la sécurité du site? Troisième point dont on parlait également en première partie, c'est tout ce qui va concerner la gouvernance et la privacy, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que le server-side nous permet aussi de regagner en contrôle sur la donnée effectivement envoyée aux différents partenaires. Et un quatrième point, et non des moindres, ça va être finalement l'enrichissement de la donnée. Comment est-ce qu'on peut enrichir la donnée grâce au server-side? Comment on peut, par exemple, envoyer des conversions offline? Et Lucie vous expliquera tout ça à la fin. Commençons par le premier point, sur la fiabilité de la donnée. Hem, le ce Ici, ça consiste finalement à chercher à trouver des solutions pour améliorer la qualité de la donnée et le volume de données. C'était exactement l'objet de la question, juste avant. Le server-side, dans une certaine mesure, va nous permettre, de regagner en visibilité, notamment parce qu'on va avoir la possibilité de proxifier certains scripts, comme celui de GTM et on va revenir juste après, mais aussi parce qu'on va pouvoir, on va se mettre dans un contexte first party et qu'on va réussir à limiter les risques de blocage. Sur le screenshot à droite, vous avez, les résultats d'une étude qu'on avait réalisée il y a quelques temps. C'est pas forcément encore à jour aujourd'hui, mais l'idée, c'était de regarder quels étaient les navigateurs ou quelles étaient les extensions, les adblockers, qui pouvaient bloquer, GTM et sous quelles conditions. On va chercher à illustrer ce qu'on vient de vous montrer. Ici, on a l'exemple d'un site qui s'appelle la Revue du praticien, qui est majoritairement à destination des médecins, des professionnels de santé. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'implémentation du server-side va permettre de regagner en visibilité, regagner en volumétrie de données. Dans cet exemple, on est à peu près à 5-6% sur la volumétrie au sein de l'outil Analytics, environ 9-10% sur les tags publicitaires. Sur ces volumétries-là, ce qu'il faut bien retenir également, c'est que finalement, le gros impact, ça va être très souvent les adblockers et que la proportion d'utilisateurs qui utilisent les adblockers est très variable en fonction des sites, en fonction de la typologie de l'audience. Ici, on est sur un site dans le domaine médical à destination des professionnels de santé, des médecins. Globalement, la proportion d'utilisateurs utilisant les adblockers est relativement faible. Sur d'autres sites, potentiellement, ça pourrait être plus élevé et l'apport du server-side pourrait être plus élevé. En général, les chiffres moyens qu'on donne en général, c'est à peu près, on va dire 10 à 15%. On considère souvent que sur mobile, l'impact est moindre parce que finalement, les adblockers sont moins présents sur mobile. On est souvent plutôt aux alentours de 5-6% pour le trafic mobile, là où pour le trafic desktop, les adblockers sont beaucoup plus présents et on est souvent plus sur des volumétries comme 10, 15, voire 20% dans des rares cas de gains en termes de volumétrie de données. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que là, on donne uniquement des chiffres moyens. Ensuite, c'est assez dépendant de la typologie d'utilisateur que vous avez. Un autre cas d'usage dont on avait peut-être déjà parlé dans un précédent webinaire, mais qui est intéressant et qui rejoint d'ailleurs la question sur GTM tout à l'heure. L'idée, c'est que grâce au server-side, on va pouvoir également proxifier certains scripts. On parlait tout à l'heure de proxifier le conteneur GTM, et effectivement, dans certains cas, le conteneur GTM peut être bloqué. Donc, c'est intéressant de le proxifier pour éviter ce blocage. Évidemment, il y a d'autres cas d'usage auxquels on pourrait penser. On est toujours sur le même site qui est la Revue du praticien. En l'occurrence, ce site-là utilise un paywall qui va demander à l'utilisateur de s'abonner pour voir l'article.
Et en l'occurrence, sur ce site-là, les adblockers venaient empêcher finalement le déclenchement du paywall et donc permettaient aux utilisateurs de voir directement l'article sans avoir à s'abonner. L'idée ici, c'est d'aller proxifier le compteur GTM et le script de pull, en l'occurrence, du système de paywall, afin de s'assurer que le script en question soit bien déclenché et que le paywall s'active bien. Donc là, on est sur un cas d'usage qui sort un petit peu du tracking en lui-même, simplement pour montrer que quand on parle de server-side, c'est aussi d'autres cas d'usage qui peuvent être intéressants et qui peuvent permettre de regagner en contrôle sur les éléments effectivement affichés. Sur GTM, on y revient encore une fois avec un petit schéma. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire que l'un des use cases, c'est de proxifier son conteneur GTM. C'est-à-dire qu'on va chercher à appeler son conteneur GTM en first party. Ici, par exemple, dans l'exemple donné, sur gtm-server.monsite.fr. Dans ce contexte-là, il y a effectivement beaucoup moins de chances que le conteneur soit bloqué, ce qui permettra de faire en sorte que le conteneur GTM soit effectivement chargé et que les tags puissent être déclenchés comme il se doit. À noter qu'évidemment que sur ce sujet, c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur les derniers mois et dernières années. Aujourd'hui, on en parlait avec un collègue hier, il y a de nouvelles restrictions qui arrivent et notamment on remarque sur certaines extensions de mémoire sur uBlock, si je me rappelle bien, uBlock va quand même bloquer dans certains cas, le conteneur GTM, notamment si à la fin de l'URL, on a le petit GTM tiré qui indique l'ID du conteneur. Donc, faut retenir que finalement, c'est un petit peu un jeu de chat et de la souris, qu'au fur et à mesure, les technos se mettent à jour et que du coup, les annonceurs et les différents prestataires, notamment qui proposent du server-side, se mettent à jour pour proposer des solutions de contournement à ce souci. Juste peut-être un tout petit point, Quentin, sur la partie proxification. Il y a des messages dans le chat, on dit oui, mais en fait, la proxification, c'est pas nouveau, ça existait déjà avant. Oui. C'est vrai, mais ce qui se passe quand même, ce qu'on voit, c'est en fait, quand on met en place un projet GTM server-side, on en profite pour mettre en place un sous-domaine de tracking. Et donc, en fait, on en profite en général pour proxifier les scripts. Et c'est pour ça que ça va souvent ensemble, parce que une fois qu'on a un serveur, on s'en sert et ça fait partie du même projet qui est globalement d'améliorer la collecte de données, quoi. Donc c'est pour ça qu'on met tout ça ensemble. Deuxième élément sur lequel on revient souvent et qui est assez intéressant, c'est on parlait en première partie de l'impact d'ITP, notamment sur la durée de vie des cookies. L'idée ici, c'est de se dire qu'effectivement, nos cookies posés en JavaScript, nos cookies first party posés en JavaScript sont sur certains navigateurs, et en l'occurrence sur un navigateur soumis à ITP, soumis à des restrictions, et leur durée de vie est limitée à 7 jours, voire 24 heures dans certains cas. Lorsque le server-side a été mis au goût du jour, il y a maintenant 1 an, 2 ans, quelques années finalement, l'un des apports du server-side, c'était effectivement de permettre de poser un cookie serveur, entre guillemets, et les restrictions appliquées par les navigateurs, en l'occurrence, ne s'appliquaient qu'aux cookies posés en JavaScript et non pas aux cookies posés par un serveur. Et donc, ça nous permettait d'avoir un cookie dont la durée de vie n'était pas limitée et dont la durée de vie pouvait être prolongée à 13 mois, comme on le fait habituellement. Là, sur ce sujet-là, c'est un peu la même chose que précédemment. Les navigateurs se sont adaptés, mais on a toujours aujourd'hui la possibilité de contourner cette restriction-là et de prolonger la durée de vie des cookies à 13 mois. On ne peut plus le faire directement via GTM server-side, simplement parce que dans la restriction mise en place, il va falloir que l'adresse IP du serveur qui pose le cookie matche suffisamment l'adresse IP du site en lui-même. Donc, on ne le fait plus directement via le conteneur GTM server-side en lui-même, mais on peut demander à nos équipes techniques de poser un cookie de ce type-là. Et ensuite, ce cookie-là ne sera pas soumis aux restrictions et on pourra s'en servir comme clé de réconciliation. J'ai mentionné ici dans la slide l'option Cookie Restore chez Addingwell, par exemple, qui sert exactement à ce use case. Chez Addingwell, ils mettent en avant 2 solutions.
une première solution qui est une solution de reverse proxy avec Cloudflare et qui va très bien marcher sur les clients sur lesquels on a du Cloudflare. Et donc l'implémentation va être très simple. Et sur les clients sur lesquels cette possibilité de reverse proxy n'est pas disponible, on a l'option effectivement de poser un cookie, de demander aux équipes techniques de poser un cookie, et ensuite de gérer cette réconciliation entre le cookie master, entre guillemets, et les cookies publicitaires, par exemple le cookie Facebook, par exemple le cookie Google Ads, etc. Est-ce que c'est toujours clair ou est-ce qu'on a des questions dans le chat? Pas d'autres questions. On parle un peu de bannières, mais c'est un autre sujet, je pense. Tu peux continuer. Ok. On va revenir sur un autre sujet. On a parlé des cookies tiers en première partie. C'est un élément hyper important, c'est un élément dont on parle beaucoup en ce moment. L'idée, c'est de répondre à une question qui est, est-ce que le server-side est une solution à la fin des cookies tiers? La réponse, c'est pas vraiment faux, pas vraiment vrai. La réponse, elle est un peu entre les deux, en réalité. Quand on parle de cookies tiers, en réalité, on parle de, comment est-ce qu'on va maintenir l'identité d'un utilisateur entre différents sites? Les cookies tiers sont en train de disparaître et le server-side ne va pas magiquement permettre aux cookies tiers de survivre. Donc ce n'est pas une réponse directe à la fin des cookies tiers. Pour ceux qui ont vu le précédent webinaire, vous aviez, Nicolas et Vincent avaient abordé différentes solutions, différentes technos qui étaient en train d'être développées pour remplacer les cookies tiers, notamment tout ce qui va concerner la privacy sandbox. Mais le server-side en lui-même n'a pas vocation à remplacer les cookies tiers en eux-mêmes. En revanche, là où on parle beaucoup de server-side dans ce contexte-là, c'est que le server-side va nous permettre aussi de faciliter la transmission de données first party. Quand on parle de données first party, on évoque en réalité les données identifiantes de l'utilisateur, donc par exemple son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son adresse mail. Par exemple, on a Enhanced Conversions du côté de Google Ads qui va nous permettre de transmettre des informations identifiantes, l'adresse email, le numéro de téléphone par exemple, et qui vont permettre ensuite à Google de plus facilement réattribuer la conversion, même en l'absence de cookies tiers. Et le server-side, dans ce contexte-là, va faciliter la transmission de données first party. En fait, ce qui est important à comprendre, c'est que finalement, Enhanced Conversions, c'est pas vraiment un sujet server-side ou pas server-side. C'est-à-dire que Enhanced Conversions, on pourrait le mettre en place même sur une implay pure client-side. Ça serait faisable. L'apport du server-side, simplement, il va nous apporter une manière d'augmenter le contrôle sur la donnée qu'on va envoyer aux partenaires, d'avoir plus de contrôle sur les données identifiantes qu'on envoie, parce qu'on va pouvoir éventuellement réaliser des transformations, éventuellement acheter directement les données au sein du contenant serveur si on le souhaite le faire avant l'envoi aux partenaires. Ou un autre use case possible, c'est aussi le fait de se dire que ces données identifiantes, on pourrait aller les chercher ailleurs que sur le front. Donc, par exemple, on pourrait se servir de l'enrichissement pour aller chercher les données dans une base Firestore où on aurait l'ensemble des données de l'utilisateur. Donc, par exemple, prénom, nom, numéro de téléphone, adresse email, et les envoyer dans le cadre d'Enhanced Conversions. L'avantage de ce use case-là, c'est que, par exemple, on n'aurait pas besoin d'avoir directement les données identifiantes de l'utilisateur dans le data layer sur le site. On pourrait aller les chercher directement dans un endroit sécurisé qui est, en l'occurrence, sur GCP, les récupérer et les transmettre au sein du tag. Si c'est clair pour tout le monde, je vais te passer la main, Lucie, pour aborder les autres éléments. Oui, il y a juste des petites questions qui viennent juste de tomber par rapport à pour remplacer les cookies tiers. Est-ce que ce n'est pas le navigateur lui-même qui va stocker l'info d'identification du visiteur qui est aujourd'hui stocké dans les cookies tiers? Alors, je ne suis pas certain de bien comprendre la question. En réalité, quand on parle de cookies et de cookies tiers,
les cookies sont des petits fichiers stockés sur le navigateur. Et les cookies, quand on parle de cookies tiers, ça va simplement être le fait de... En fait, quand on parle de cookies tiers, en réalité, on parle de contexte d'accès aux cookies. Et c'est le fait que le cookie va pouvoir être accédé depuis un domaine autre que celui sur lequel il a été posé initialement. Je sais pas si ça répond à la question. Je sais pas, on va voir. Après, pour bien comprendre, hein, quand même, juste les cookies tiers, on parle de trucs qui sont bloqués pour des bonnes raisons quand même. C'est-à-dire que si vous allez sur le site de Cdiscount, puis de la Fnac, puis de Amazon, Facebook, avec un cookie tiers que Facebook dépose sur chaque site, Facebook le sait et fait un mapping de vous-même. C'est pas au bénéfice ni de Cdiscount, ni de la Fnac, ni pas au bénéfice direct en tout cas. C'est au bénéfice de Facebook qui va faire du meilleur ciblage. Donc on peut se dire à la limite que c'est au bénéfice de toute l'industrie, mais donc en gros, c'est Facebook qui est privé de cette information. Et finalement, il y a quand même des bonnes raisons pour lesquelles et la loi et les navigateurs limitent ce partage d'informations. Et ça ne peut pas être contourné. Il n'y a pas de magie en fait. Si c'est bloqué quoi. Et donc ça ne peut pas être contourné par d'autres méthodes. Encore une fois, nous ce qu'on fait là, c'est qu'on essaye malgré tout d'envoyer quand même, donc en gros de faire en sorte que Cdiscount, il envoie quand même plus d'infos à Facebook concernant ses propres visites pour avoir un maximum d'infos sur la performance des campagnes publicitaires, etc. Mais ce sujet, il peut pas être contourné en fait. À un moment donné, il y a des limites. Et le local storage, il est soumis aux mêmes contraintes même, et techniques et légales. C'est-à-dire que le local storage, par exemple, il est soumis au consentement de la même manière que des cookies. C'est en fait la même chose, quoi. Donc pour l'instant, n'hésitez pas à poser des questions, on y répondra au fur et à mesure ou à la fin sinon. Je vais continuer sur... donc on a répondu au premier cas d'usage sur la fiabilité de la donnée. Donc le deuxième, ça va être une amélioration de la performance et de la sécurité du site. Donc comme vous l'avez peut-être déjà, du coup, on en a déjà parlé, le fait de passer uniquement en client-side, c'est-à-dire qu'on va charger tous les tags de tous les partenaires sur le site. Et en fait, de passer uniquement au server-side, on va avoir un seul script qui est chargé sur le site et qui va ensuite envoyer, et tout va se passer au final côté serveur, sans venir charger le site. Donc ici, l'avantage, il est double. C'est à la fois on charge moins charge moins de librairies sur le site et aussi on charge moins en requêtes. Il y a moins de requêtes pour une page vue au lieu de l'envoyer à 4-5 partenaires. En fait, on envoie juste une requête côté serveur et c'est côté serveur qu'on va envoyer à autant de partenaires qu'on veut sans impacter la performance du site. L'enjeu suivant, ça va être autour de la gouvernance et du respect des données privées. Donc, passer par le server-side, ça a l'avantage qu'on peut anonymiser. En fait, c'est un passe-plat auquel on a accès. Donc, on va pouvoir retravailler la donnée, c'est-à-dire s'assurer qu'elles sont anonymisées, supprimer certaines données et réaliser, s'il y a des enrichissements à réaliser, des informations qu'on veut passer, au lieu de les faire passer dans le data layer, où n'importe qui y a accès facilement via le navigateur. Là, on le passe côté serveur et donc dans ce cas-là, on peut faire éviter de les rendre accessibles à tout le monde. Donc par exemple, ici, pour un de nos clients qui avait un fort besoin de respect des données et de ne pas envoyer des données personnelles à des acteurs aux partenaires publicitaires, on a réalisé du coup une anonymisation du client ID, du page referrer, de pas mal d'informations pour être sûr que ce qui est envoyé, on garde le contrôle dessus. Et donc le quatrième cas, qui est pour moi un des plus intéressants, c'est au niveau de l'enrichissement de la donnée. En fait, au final, côté GTM Server, on va vraiment pouvoir réaliser tout un tas d'actions pour venir compléter les données avec d'autres sources. Là, on prend l'exemple qu'on est en train de réaliser donc, sur un de nos clients, c'est un site e-commerce. Donc, on a actuellement les collectes donc,
dès qu'il y a un achat qui est réalisé sur le site e-commerce, on a une requête qui est envoyée au GTM server-side au milieu, et ensuite on le dispatche vers les différents partenaires. Et notre client est aussi importe aussi vers les différents partenaires les conversions offline, c'est-à-dire les conversions qui sont réalisées en magasin. Donc dès qu'un achat est réalisé en magasin, elle va être enregistrée dans le Salesforce Service Cloud, donc leur site juste leur plateforme de gestion des achats. Et ensuite, régulièrement, ils vont faire un export CSV à la main et manuellement importer le fichier dans Meta. Et en fait, pour automatiser ces actions, on va simplement envoyer une requête vers GTM server-side, d'où on va déclencher un tag Meta tout simplement. Et en fait, on va construire une requête pour les développeurs qui sera très similaire à leur requête que le site internet peut envoyer quand il y a un achat. Donc, dès que le serveur reçoit cette requête, et bien ensuite, il va pouvoir déclencher le tag Facebook. Le tag Facebook, au final, il est tout à fait similaire. Là, on est dans un cas d'un client qui est sur Addingwell. Donc, on prend le template de base qui est exactement le même que l'on utilise pour les conversions en ligne. La seule différence, c'est que là, on va modifier l'action source pour préciser que c'est une vente qui a été réalisée dans un magasin physique. Et donc, on va pouvoir en fait automatiser à chaque fois qu'il y aura une vente en magasin physique, qu'elle sera enregistrée dans Salesforce, automatiquement, il va y avoir une requête qui va être envoyée côté serveur, qui va envoyer l'information vers le partenaire média. Pourquoi on a fait le choix de passer par server-side plutôt que de passer par directement de Salesforce vers Meta? La raison, elle est double. La première, c'est que si demain, le client veut le faire aussi exactement le même exercice vers Google Ads, c'est très simple. On a juste à rajouter un tag côté GTM Server pour envoyer les informations vers Google. Et la deuxième raison, c'est pour des raisons de debug, d'avoir aussi une main sur la donnée. On en parlait plutôt de gouvernance. Là, on peut vraiment savoir quelles informations sont envoyées, faire de l'anonymisation s'il y en a besoin. On a beaucoup plus la main sur la donnée qu'on partage avec Meta. On va faire un petit point de question peut-être. Ouais, petite question sur laquelle on peut rebondir. Vincent a déjà rebondi dessus dans le chat, mais ça peut être intéressant d'en reparler parce que ça peut intéresser beaucoup de monde. La question était, est-il possible d'utiliser autre chose qu'un tag GA comme passerelle vers le serveur? Est-ce que tu veux y répondre, Quentin? Comme tu veux, je peux. Alors oui, et Vincent a très bien répondu à la question. Traditionnellement, on utilise très souvent le tag GA pour des raisons de simplicité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tags dans côté serveur qui se basent sur le schéma de données de GA, et donc tout va fonctionner de manière assez simple et de manière assez automatique. En réalité, on pourrait utiliser plus ou moins n'importe quel type de transporteur entre le front et le serveur. On pourrait utiliser le SDK Piano, par exemple. On pourrait utiliser Stape, par exemple, propose un SDK, enfin un data tag avec un schéma de données spécifique envoyé au serveur. On pourrait utiliser plus ou moins n'importe quel schéma de données, n'importe quel transporteur pour envoyer des données au serveur, pardon. Et ensuite, c'est au niveau du server-side qu'il va falloir faire le travail de remapping pour faire en sorte que tout fonctionne correctement et que les bonnes informations soient envoyées au bon partenaire. L'idée, c'est de dire que le tag transporteur de GA nous facilite la vie sur beaucoup d'éléments. Récemment, sur un client, par exemple, on a utilisé le tag Piano en tant que transporteur et ça nous permettait ensuite de facilement déclencher un tag Facebook à partir du transporteur Piano. En revanche, dans d'autres use cases, notamment quand il va falloir déclencher les tags Google, ça va être beaucoup plus compliqué. Si on prend un tag Google Ads qu'on voudrait déclencher dans le conteneur server-side, cet tag Google Ads, il attend beaucoup d'informations, notamment des informations relatives au consent mode avec le GCS et le GCD, ou même avec les différents paramètres attendus, comme le paramètre DMA. Enfin bref, plein de paramètres différents qui sont en réalité assez complexes à recréer manuellement. Et c'est vrai que dans ces cas-là, avoir le transporteur GA4 et donc avoir le GTag sur le site qui va faire tout ce travail un petit peu compliqué et l'envoyer au serveur, ça peut faciliter grandement la vie.
On a une question sur le but du use case Bash, en fait. J'étais en Pourquoi train on d'y envoie répondre. Ouais. les données de vente offline, donc en magasin, à Meta? En fait, l'idée, c'est Meta. En fait, la clé de réconciliation, dans ce cas-là, c'est l'email, en fait. Donc, Meta, ils font de la pub donc sur Facebook, etc. Le but, c'est de savoir si les gens qui ont été exposés par la pub, en fait, ont finalement acheté en magasin. Donc, même si, est-ce que après, c'est le problème de la marque de savoir si c'est comme ça qu'ils veulent piloter leur campagne, etc. Mais en gros, le but, c'est de remonter cette information. Donc, de son côté, Meta, ils savent à qui ils ont exposé les campagnes. De l'autre côté, Bash, il va envoyer des informations de conversion offline et Meta, ensuite, il fait le lien exactement comme de l'attribution sur le site. Sauf que justement, la clé de réconciliation, c'est plus les cookies ou les ID qui sont présents dans les URL de tracking, c'est l'adresse email de la personne, quoi. Donc des taux de réconciliation plus faibles, etc., tout ce qu'on veut. Mais effectivement, le but, c'est d'essayer de mesurer l'impact de la perf online sur le offline. Merci Nicolas pour la précision. J'ai vu qu'on avait une autre question intéressante. On ne parle que de GTM, server-side, comme solution de server-side. Existe-t-il des alternatives à GTM, server-side? Quentin. Alors, aujourd'hui, c'est vrai. Alors, quand on parle de TMS, habituellement, effectivement, on en distingue plusieurs. On a GTM qui est quand même très connu. Et ensuite, sur le marché français, on va beaucoup avoir on va avoir de temps en temps du Tag Commander. Et ensuite, sur des marchés un peu plus internationaux, on peut retrouver du Tilium ou du Adobe Launch ou éventuellement d'autres TMS en fonction de la boîte. Effectivement, aujourd'hui, quand on parle de server-side, on fait très souvent référence à GTM server-side, pardon, dans la mesure où, de fait, GTM Web est déjà très implanté, et en plus de ça, dans la mesure où GTM server-side est, de notre point de vue aujourd'hui, l'un des outils les plus développés, les plus avancés sur la partie, sur le sujet du server-side. On peut penser à d'autres outils comme Tag Commander qui ont également développé une brique server-side qui est de fait aujourd'hui un petit peu moins utilisée. Et après, on va effectivement avoir d'autres outils qui ne sont pas vraiment des outils qui sont un peu à part, qui peuvent ressembler de loin à du server-side comme du segment, mais c'est un petit peu autre chose. Merci Quentin. Je veux aussi rebondir sur une question. Est-ce que les informations de Salesforce pourraient être aussi utilisées pour faire de la réconciliation de données online, offline? Par exemple, si un utilisateur commence un achat en ligne, mais en fait le termine en magasin. Ça, je pense que ça dépasse juste ce use case. C'était vraiment pour l'envoyer vers des données, vers des partenaires. Là, on est aussi sur une réconciliation de visites, sur vraiment une vue 360 de l'achat en fait, mais qu'on peut faire via des données qui sont en base de données. En fait, on va pouvoir réunir les données dans le data warehouse pour ensuite les agréger et refaire ces calculs-là. Mais oui, effectivement, ça pourrait être un use case très intéressant. Une dernière question par rapport au transporteur GA4. Si on veut déclencher des tags Piwik ou Piano, par exemple, en mesure exemptée, comment ça, est-ce que ça va venir en conflit ou pas, ou est-ce qu'on prend le flux GA4 pour déclencher derrière des hits Piwik, par exemple, ou Piano Analytics? C'est une bonne question qui n'est pas forcément évidente. Je pense que dans tous les cas, effectivement, ce sera dans ces cas-là toujours beaucoup plus simple d'utiliser le SDK de la solution en question. Donc par exemple, utiliser le SDK Piano pour le passer en server-side, on l'a déjà fait très souvent et ça marche très bien. C'est vrai qu'utiliser le tag GA4 en tant que transporteur pour ensuite déclencher un tag Piano, ça doit être faisable en théorie. C'est sûrement relativement complexe, notamment pour gérer la partie exemption. Ouais, pardon, ouais, effectivement, sachant qu'il y a deux questions dans la question, il y a une partie technique. Forcément, comme tu disais, si tu as le SDK déjà du
de l'outil. En fait, tu as déjà le truc formaté comme tu veux, donc c'est plus pratique. Et après, il y a la question de l'exemption. En fait, c'est vrai que c'est un peu trompeur, mais c'est pas parce qu'on utilise le transporteur GA4 qu'on envoie de la donnée vers GA4, en fait. C'est que cette donnée, elle est juste si depuis votre serveur vous l'envoyez pas vers GA4, elle est jamais transmise à GA4. Donc ça peut faire un peu peur, mais c'est vraiment juste une fois, en fait, on utilise le modèle de données de GA4, mais on ne l'envoie pas à GA4 malgré tout, quoi. C'est juste un passe-plat, en fait. Ouais. Donc en théorie, voilà, le sujet il est plus technique que privacy, parce que cette donnée ne va jamais, si on ne la voit pas, ne va jamais chez Google. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, dans le cadre de Piano, le SDK Piano fait quand même beaucoup de choses, notamment sur le web. Et bon, bah, ça peut être plus compliqué à recréer. Cela dit, et Lucie en parlera un petit peu en ouverture, je crois, on a des sujets autour de Piano en ce moment et du server-side, où on commence à traiter ce type de sujet, de comment est-ce qu'on peut envoyer des données à Piano sans forcément utiliser le SDK à la base. Oui. Si c'est tout clair, j'ai vu qu'on n'avait pas d'autres questions. À part si j'en ai loupé, n'hésitez pas à me relancer. Donc, on va passer à la dernière partie de ce webinaire. Plus pour parler du déroulement d'un projet. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place ou pas? Parce qu'au final, on a vu plein de use cases, on a vu la techno, comment ça fonctionne. Mais au final, dans la pratique, en fait, comment on fait? Alors, en soi, si on fait une migration complète, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez absolument pas server-side sur votre site. Si vous faites une migration complète, ça va être en 3 temps. D'abord, le choix et la mise en place de l'infrastructure pour gérer le serveur. Ensuite, la configuration des flux de données vers le serveur. Donc, par exemple, là, on parlait justement du flux GA4. Donc, ça va être choisir le bon flux, le mettre en place. Et puis ensuite, paramétrer tous les tags au sein de GTM server-side pour pouvoir dispatcher la donnée vers les différents partenaires. Ensuite, donc au niveau du choix de l'infrastructure, si on doit résumer, vous avez 2 grandes options. Soit vous le faites en interne, soit vous le passez par un prestataire. Comme d'habitude, en interne, forcément, c'est un plus faible coût. C'est beaucoup plus customisable, mais la maintenance est aussi à votre charge. Si vous passez par une solution packagée avec un prestataire qui se dédie à ça, vous avez plus de monitoring, vous avez des SLA, vous avez tout ce qui va, on va dire, avec, et le coût aussi qui va avec. Donc après, il y a un peu des choix, il y a différents prestataires à chaque fois. Il y en a suffisamment pour avoir vraiment la solution qui est adaptée à votre entreprise, à tous les types de sites, en fait. Les projets peuvent être assez variés, les durées aussi peuvent être assez variées. On peut avoir justement faire juste un passage de l'outil d'analytics ou uniquement passer un des partenaires médias. Donc, on a des cas sur certains clients où ils ont gardé leur analytics client-side et ils ont uniquement passé en server-side des partenaires médias pour mettre Facebook et Google Ads en fait en server-side. Il peut y avoir aussi des cas donc ce dont on parlait de proxification pour le contournement des bloqueurs de publicité et l'allongement de la durée de vie des cookies. Donc selon en fait le nombre de cas que vous voulez, le nombre de sites, le nombre de partenaires, ça peut varier. Ça peut être très rapide, donc 1 à 3 semaines, mais ça aussi peut prendre plus de temps. C'est aussi un sujet un peu parfois complexe parce que toutes les équipes ne sont pas forcément sensibilisées. Donc à chaque fois, il faut aussi sensibiliser et réexpliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc c'est des sujets qui ne sont pas forcément évidents au premier abord, mais au final, dans la pratique, c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Pour vous illustrer, j'ai pris un cas qu'on a fait en début d'année, une migration Google Ads toute simple sur Bash. Ils avaient déjà implémenté GTM server-side l'année dernière. Donc là, on était simplement sur une migration des tags Google Ads qui étaient en client-side vers le server-side. Ça a pris 2 semaines, ça s'est fait en 4 temps. La première, juste, on va créer les actions de conversion dans Google Ads. On les met bien en action secondaire. On crée les tags dans le conteneur server-side. Donc, c'est des tags au final avec les mêmes informations que dans le tag
client-side. Donc, c'est tout à fait similaire. On met tout ça en prod et ensuite, on va monitorer pendant 1 à 2 semaines. Donc là, on peut voir les résultats le lendemain de la mise en prod. Donc, on peut voir le tag client-side avec le nombre de conversions et le tag server-side. Donc, on voit au tout début, le tag server-side a moins de conversions que le tag client-side, ce qui est normal puisque il y a un temps pour l'attribution, par rapport au modèle d'attribution, il faut un certain temps en fait pour que les choses se mettent en place. Donc là, on a bien toujours le tag client-side qui est en conversion principale et le tag server-side en conversion secondaire. Et au bout de 2 semaines, quand on a fini de monitorer, on voit que le tag server-side collecte plus de données, collecte plus de conversions que le tag client-side. On va pouvoir faire le switch entre les deux, passer le tag client-side en secondaire et inversement le tag server-side en conversion principale et ensuite lancer les campagnes dessus. Et même, on n'est même pas obligé de mettre en pause les campagnes si on fait de cette manière-là. C'est très progressif, ça va pas du tout impacter les équipes qui paramétraient les campagnes Google. Et donc voilà, ça s'est fait en 2 semaines. Évidemment, c'est pas 2 semaines à temps plein, il y a eu peut-être 1 ou 2 journées de travail, mais dans le temps, ça s'est fait quand même assez rapidement. Je sais pas si Quentin, il y a d'autres questions sur la partie déroulement d'un projet? Ou si on passe Non, après pas à la pour le moment. conclusion. Donc, si vous avez des questions, c'est... Mais On juste, peut moi, juste prendre- peut-être une petite remarque, c'est en fait, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut penser, parce que c'est vrai qu'en amont, on a dit plein de trucs techniques qui sont du détail, mais en pratique, en fait, c'est simple. C'est simple quand on fait ça toute la journée. Ce que je veux dire aussi, c'est, j'ai commencé le tracking, je sais pas, il y a 10 ans. C'était facile de se former sur le tas et de faire des choses qui marchaient, quoi. C'est vrai que j'avoue qu'aujourd'hui, si vous en avez jamais fait, et vous arrivez sur le truc et vous essayez de mettre en place du Facebook API en server-side, la probabilité que vous vous plantiez est quand même assez forte, quoi. C'est un peu plus difficile à recéter que du client-side, etc. Donc en réalité, c'est à la fois simple quand on le fait souvent, mais à la fois, il faut acquérir une toute petite expérience parce qu'il y a des petits enjeux quand même techniques de compréhension de comment marche globalement Internet, quoi. Où part la donnée quand et qu'est-ce qui peut bloquer, tout ça. Juste, je rebondis sur... je vois, il y a plusieurs questions dans l'onglet questions. Pourquoi faut-il mettre l'action de conversion secondaire dans un premier temps? Il vaut mieux pas ne pas avoir les 2 actions de conversion en conversion primaire parce que ça va impacter les enchères. Donc, tout ce qui est en conversion secondaire dans Google Ads, ça ne va pas impacter les enchères. Je crois qu'on le voit ici. Donc, c'est pas dans les optimisations, alors que si c'est en primaire, c'est en principal, ça va être pris en compte dans l'optimisation. Donc, il vaut mieux avoir juste un seul des 2 tags de conversion et avoir tous les autres juste à titre indicatif ou pour d'autres raisons plutôt que directement pour les enchères. Je vois d'autres questions. Quelles sont les étapes de recette pour la mise en place du server-side bash? C'est-à-dire la mise en place du server-side, est-ce que c'est toute la partie migration complète ou si c'est juste la partie migration des tags Google Ads? Après, si c'est juste la partie migration des tags Google Ads, la recette, on l'a fait en preview GTM, en prod sur le site et puis aussi en monitorant justement les tags dans Google Ads. Comment on s'assure que la donnée remonte correctement? Quand on est, en fait, c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas forcément montré dans les slides. En fait, on va avoir une preview GTM server-side. On va pouvoir vraiment regarder les requêtes qui sont envoyées vers les différents partenaires. Et c'est là qu'on va pouvoir débugger. Donc, de la même manière que la preview, qu'on a une preview côté client-side, on va avoir une preview côté GTM server-side. On va pouvoir lire les requêtes, regarder ce qui est bien envoyé, est-ce que c'est envoyé correctement au bon moment, est-ce qu'il y a toutes les informations qui sont envoyées vers le partenaire. Donc, il y a cette première recette de ce côté-là. Il va y avoir aussi après la recette de l'autre côté. C'est pour ça qu'on a mis une période de 2 semaines de monitoring, en fait, pour vérifier que la remontée des données s'effectue correctement par rapport
client-side. Il y a une question, Lucie, pour toi qui peut être très intéressante. Si le server-side permet une meilleure captation des données, pourquoi nous avons moins de conversions au server-side les premiers jours pour Google Ads? Justement parce qu'il y a une période c'est par rapport au modèle d'attribution. Il y a une période d'attribution de 30 jours ou selon ce que vous avez paramétré pour que Google puisse attribuer les campagnes. Donc ça dépend si vous l'avez mis en... on le voit d'ailleurs, alors on le voit moins sur cette screenshot, peut-être plus la précédente. Il y a aussi les imports de conversion GA4. Donc là, c'est directement ce qui est connecté à GA. Et on voit qu'il y en a beaucoup moins. Donc c'est aussi par rapport au modèle d'attribution qui met plus de temps, en fait, à identifier les conversions et à les attribuer à Google Ads. On a une question sur la gestion du consentement. Comment est-ce qu'on gère le consentement avec le server-side? Donc le consentement avec alors déjà, première chose, quand on parle de server-side, effectivement, il y a une histoire de consentement. C'est parce qu'on est en server-side qu'on se fiche du consentement utilisateur. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point ensuite, c'est comment est-ce qu'on va gérer d'un point de vue technique. Alors effectivement, il y a plusieurs manières de le faire. La manière qu'on utilise de la manière la plus récurrente, finalement, c'est effectivement d'inclure l'information au sein du transporteur. Par exemple, si on utilise le transporteur GA4 pour envoyer des données au serveur, on va pouvoir ajouter en paramètre d'événement le consentement pour chaque catégorie de cookies ou pour chaque partenaire selon la CMP. Donc, on inclut effectivement la valeur du consentement au sein de la requête qui va être envoyée au serveur. Et de cette manière-là, au niveau de GTM Server-Side, on va pouvoir faire un check sur le consentement et décider d'envoyer des données vers les partenaires. Potentiellement, mon paramètre d'événement pourrait m'indiquer que les cookies, que les tags analytics ont été acceptés, mais que les tags publicitaires, eux, n'ont pas été acceptés. Et dans ce cas-là, effectivement, au niveau de mon serveur, j'ai ce paramétrage qui me permet de faire en sorte de déclencher uniquement mon tag GA, par exemple, sans déclencher mon tag Facebook. Deuxième manière de le faire, qui marche aussi, c'est de se dire que de se baser directement sur la valeur du cookie, qui va être en fait les valeurs des différents cookies vont être disponibles au sein des headers de la requête qui va être envoyée au serveur. Et donc potentiellement, au niveau du GTM Server-Side, on pourrait venir parser la valeur du cookie d'Acceptio par exemple, et vérifier la valeur du consentement. En règle générale, nous, on préfère très souvent transmettre directement l'information au sein du transporteur en paramètre d'événement. C'est souvent beaucoup plus simple à gérer par la suite au niveau du serveur. Juste pour clore rapidement, parce qu'on arrive déjà à la fin de l'heure. Ce qu'il faut retenir au final si vous avez juste quelques informations que vous voulez retenir de ce webinaire, c'est qu'au final, donc le server-side, c'est pour le tracking web, ça permet vraiment de l'optimiser. C'est une technologie au final qui est assez accessible, dont l'implémentation, c'est pas des mois de mise en place, mais ça peut être assez rapide, avec des solutions d'infrastructure qui sont assez variées pour pouvoir correspondre aux besoins de chaque site. Et c'est des cas d'usage qui sont multiples. Donc, il y avait une dernière question sur est-ce que c'est une solution sur du long terme ou bien juste en attendant le déploiement de la Privacy Sandbox. C'est vraiment une tendance vers laquelle, c'est vraiment une des tendances. On tend vers le server-side puisque ça apporte aussi de nombreuses choses qu'on a vues aujourd'hui, l'enrichissement de la donnée, la gouvernance, etc. Il y a plein de cas d'usage qui sont multiples. Et puis, on ne l'a pas du tout abordé aujourd'hui, mais il y a un autre cas qui est pour lequel le server-side est important, et ça pourrait faire même l'objet d'un webinaire à part entière, c'est au niveau du tracking mobile, où ça va grandement faciliter la gestion du tracking pour le mobile. Ça va être beaucoup plus simple pour tout mettre en place, que ce soit au niveau de la recette, mais aussi la mise en place du tracking, etc. Donc ça, c'est des sujets qu'on va venir traiter dans les semaines à venir. Donc, n'hésitez pas à suivre. Il y a Vincent, je pense qu'il va sortir un article aujourd'hui ou dans les prochains jours. Mais en soi, c'est vraiment dans la continuité. Donc aujourd'hui, on en est au début, mais le server-side va devenir de plus en plus une solution facile, en fait, plus facile pour gérer le tracking. Donc, voilà, j'ai vu qu'on avait eu pas mal de au revoir. Donc je ne sais pas s'il y a encore dernière question.
Et Vincent nous indique que l'article est d'ores et déjà disponible Ah, super. et le lien est disponible dans le chat pour ceux que ça intéresse. Merci. Donc, je ne sais pas si j'avais loupé des questions à la fin. Je ne sais pas si tu en as vu, On est Quentin, mais s'il n'y a pas bon. d'autres Alors, non, questions. mais on est bon. On avait une question à laquelle Nicolas a répondu dans le chat. On a une question qui vient d'arriver. Comment voyez-vous l'avenir du tracking, fingerprinting? Dans ma boule de cristal. Ah, ouais, moi, en tout cas, alors, si tu donnes la mienne, en tout cas, déjà, le fingerprinting est également soumis au consentement, c'est-à-dire que, en théorie, c'est considéré comme un traceur au même titre qu'un cookie, etc. Donc, sur le sujet du consentement, c'est pas censé être une réponse. Et le deuxième truc, c'est quand même les cookies first party, je veux dire, pour l'instant, ça marche, quoi. Ça marche pour des bonnes raisons. Ça marche parce que quand vous mettez un truc dans votre panier, vous voulez finir par l'acheter et que ça fonctionne. Donc, quand même, à un moment donné, il n'y a pas trop de raison, à mon avis, de tout bloquer en first party, quoi. Mais après, du coup, effectivement, le sujet, c'est de limiter ce qui est envoyé vers les solutions tierces, les plateformes d'ads et tout. Et moi, ce que je vois, c'est qu'on passe de plus en plus sur l'envoi de données first party, donc des emails. En fait, on a remplacé des cookies par des emails, ce qui est probablement pas mieux en termes de privacy. Mais en tout cas, c'est ce que je vois sur cette partie ads, quoi. Mais bref. Bon, merci beaucoup, Lucie, Quentin, c'était trop bien. Est-ce que vous voulez un petit mot de la fin ou faire une blague? Non, peut-être pas. On s'en posait la question, on n'en avait pas. C'était top, merci beaucoup. Non, le petit mot de la fin, ça serait plutôt c'est facile. C'est pas si compliqué. Et merci à tous ceux et celles qui ont assisté à ce webinaire. Il est disponible en replay pour les gens qui sont inscrits, mais on peut encore s'inscrire après coup. Et voilà, je pense que c'est tout pour nous. Merci Allez, beaucoup on en va tout cas. clôturer. Merci. Merci, au Très bonne revoir. journée. Au revoir. Bonne journée.